Hervé, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, le 11 mars dernier, nous publions une interview de vous sur ce même plateau où vous nous disiez, alors que le CAC 40 avait d'ores et déjà gagné 17% depuis le début de l'année, que vous le voyiez progresser encore de 10%. Alors c'était bien parti puisque en avril, il a atteint les 5268 points en clôture et ce faisant, il gagnait 5% par rapport à cette date du 11 mars. Mais depuis, le terrain gagné a été reperdu et on sent des marchés beaucoup plus nerveux, notamment avec un marché obligataire qui semble beaucoup plus remuant, beaucoup plus agité. Et on se demande même si aujourd'hui, on ne va pas au-devant d'un krach obligataire qui aurait de fâcheuses incidences pour le marché action. Alors, je sais que vous maintenez votre prévision d'une progression de 10% encore de l'indice de référence, mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui du côté des obligations ne vous alarme pas ? Écoutez, alors bis repetita placent, oui c'est vrai que je confirme plutôt la vue action et je ne pense pas que ça soit par un défaut ou d'analyse ou un manque d'idées. Je pense qu'on peut garder ce cap, mais commençons par les obligations, c'est une bonne idée. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé et ça permet sans doute de relativiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on connaît tous le lancement du programme d'achat, le quantitative easing de la BCE, l'enthousiasme de part et d'autre, l'enthousiasme des marchés, l'enthousiasme de la BCE. Et finalement, eh bien, dans cet enthousiasme, on a vu les taux baisser. Un 10 ans allemand, à un moment, ne cotait plus que 7 centimes. Donc, quasiment rien. Et là, on a bien vu le comportement des investisseurs avec une distinction. Investisseurs long terme qui finalement n'étaient plus intéressés à acheter des obligations avec des rendements aussi faibles, et puis des investisseurs plus court terme qui, eux, allaient aux émissions des gouvernements, achetaient du papier en étant très convaincus qu'ils pourraient le revendre avec un bénéfice à la BCE au bout de quelques jours, quelques semaines. Et puis, un beau jour, eh bien, une de ces émissions, allemande en plus, s'est mal passée et ça a fait comprendre aux investisseurs court terme que le jeu n'était pas toujours gagnant et était peut-être plus dangereux. Et donc, on a vu les taux d'intérêt se tendre, c'est ce fameux sell-off qui a vu tout de même les taux d'intérêt allemands, la même référence 10 ans, atteindre 70 centimes, donc multiplié par 10, c'est quand même terrible, sans que pour autant les investisseurs finaux se montrent beaucoup plus intéressés. Les rendements étaient trop faibles. Donc voilà la chronique qui a positionné. Alors après, la question c'est est-ce que c'est grave docteur ou pas? J'allais vous poser la question, Hervé, et j'ai toujours en tête que dans les phénomènes de bulles, parce qu'on parle de bulles obligataires, en tout cas d'aucuns en parlent, dans les phénomènes de bulles, à un moment donné, alors que tout le monde se dit ça ne peut que monter, eh bien on ne trouve plus d'acheteurs. Et là c'est un peu ce qui s'est passé tout de même. Oui, il y a des moments où les prix sont à des niveaux extrêmes et donc un grain de sable suffit. Alors, on a une correction. Est-ce que pour autant c'est une bulle qui se perce? Si on prenait comme référence des taux d'intérêt d'avant la grande récession, on voit bien qu'avoir un 10 ans allemand à 70 centimes, ça ne suffit pas du tout. Il faudrait encore que ça monte et de beaucoup. Et c'est là où il faut accepter l'idée qu'on est quand même dans un cadre différent. Il y a au moins un grand élément à prendre en compte, et peut-être d'autres autour. Mais ce grand élément, c'est qu'on continue à avoir le quantitative easing de la BCE comme un métronome. Elle achète 60 milliards d'euros de titres par mois. Et je pense que l'expérience que l'on a accumulée avec les quantitative easing d'autres banques centrales, c'est que les marchés ne vont pas contre la banque centrale. Donc, mais le peuvent-ils d'ailleurs? Écoutez, quand on a une banque centrale qui achète des obligations, que peut faire le marché? C'est pas très facile, je reconnais le point. Et c'est pour ça que je crois que, oui, on a eu une correction. Aujourd'hui, on est à 60 centimes à peu près pour le rendement d'une obligation d'État allemand. L'intuition que l'on peut avoir, c'est que les excès ont été gommés
et qu'aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer un niveau d'étiage pour ce fameux 10 ans allemand. Un étiage autour du niveau actuel avec un peu de volatilité, parce que quand les prix sont élevés, il y a forcément de la volatilité, mais allez, une vingtaine de points de base de volatilité autour, et ça correspond à quelque chose qui, au moins en termes de marché, en intégrant la Banque Centrale Européenne, ferait sens. Oui, mais même à 0,70% de rendement sur le 10 ans allemand, est-ce qu'on n'est pas en bulle tout de même ? Alors, je veux bien qu'il y ait cette super rustine de la BCE qui peut durer tant que la BCE agira d'ailleurs, mais est-ce que finalement, à un moment ou à un autre, cette bulle ne risque pas d'éclater? Alors, je crois qu'il y a deux choses à dire, l'une de plus court terme et l'autre de plus moyen terme. De plus court terme, je fais référence à Mario Draghi et à la dernière conférence de presse juste après, le comité de politique monétaire. On lui a posé la question sur la bulle et il a eu une réponse extrêmement fermée. Il a dit un phénomène de bulle, c'est toujours lié à une accélération du crédit des investisseurs qui empruntent pour acheter des titres. Est-ce qu'aujourd'hui, la dynamique du crédit fait dire cela? Et évidemment, si on prend cet angle fermé, la dynamique n'est pas de cette nature. Donc on voit bien, ce qu'il veut dire aujourd'hui, c'est que le principal acheteur, c'est la BCE, et c'est la BCE qui fait le prix. Et à ce titre-là, ce n'est pas une bulle, c'est-à-dire une exagération, c'est un outil pour atteindre les objectifs de la BCE, qui sont cette inflation à 2%. Donc c'est l'administration des prix. Et je pense que c'est le deuxième point. On est dans un monde où, c'est vrai, il y a un stock de dette qui reste extrêmement élevé, qu'on a beaucoup de mal à faire baisser, avec un environnement de croissance faible, d'inflation faible. La seule façon de ne pas aller dans le mur, c'est faire en sorte que la charge de la dette soit faible et donc que le prix de cette dette ou le rendement de cette dette soit faible. Donc oui, on va rester sans doute pour longtemps avec des taux d'intérêt relativement faibles et finalement le quantitative easing s'inscrit dans cette perspective. Néanmoins, est-ce qu'il ne faut pas en inférer de cette agitation qui gagne un petit peu cette nervosité, qui gagne un peu les marchés obligataires, un risque accru pour les marchés actions? Alors, je pense qu'il y a là un élément de volatilité par les niveaux de prix, et volatilité aussi à un autre titre. On voit bien que le moteur des marchés change, moins les banques centrales, plus le couple formé par la croissance et les prix. Et en fait, le passage, le changement de moteur, un peu comme une voiture hybride où on passerait du diesel à tout ce qui est électrique, eh bien, ça ne se fait pas toujours très, très facilement. Donc, à ce titre-là, de la volatilité. Mais sinon, le directionnel fondamental du côté des marchés actions reste assis sur qu'est-ce qu'on dit de la croissance, quelles sont les perspectives en termes de prix. Et sur la croissance, en Europe, il n'y a pas de surprise, ou alors s'il y en a, ce sont de bonnes surprises. Le tempo est bon, les profits aussi sont en accélération. Du côté américain, c'est moins simple. Justement, parce que vous dites, Hervé, que la tendance est plutôt positive fondamentalement en Europe, mais il ne faut pas omettre ce qui se passe aux États-Unis. Et la croissance européenne, elle dépend aussi de ce qui se déroule outre-Atlantique. Or, on a une déception sur la croissance au premier trimestre. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas pour le moment se dessiner un rebond au deuxième trimestre, puisqu'on a des ventes de détail et un investissement qui sont tout de même bien plus bas qu'ils n'étaient un an auparavant. Alors, il y a un hiatus, vous avez raison, entre observation et analyse. L'observation, c'est que le premier trimestre raté, et pour le moment, le marché reste avec l'idée d'une croissance au deuxième trimestre à 3%, c'est le chiffre magique, mais si on regarde en instantané, on ne serait qu'à 1%. Donc il faudrait que les prochains indicateurs mensuels soient très très bons pour permettre une forte accélération. Ça, c'est sur les faits, on n'y est pas. N'empêche qu'analytiquement, on a envie de dire le marché de l'emploi est meilleur, la confiance est à un niveau relativement élevé, tant du côté des entreprises que des ménages, les taux d'intérêt sont bas. La confiance des ménages a un peu baissé. Oui, c'est vrai, elle a un peu baissé, mais elle reste tout de même positionnée à un niveau assez élevé. Donc,
fort de tout ça, ça serait bien le diable si on n'avait pas une accélération de la croissance. Donc il y a une question de calendrier, ça c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, même si ça embête un peu, on n'ose pas remettre en cause l'idée que la croissance va accélérer parce que tous les enchaînements qui ont marché, alors plus ou moins bien par le passé, donc on peut prendre un peu de distanciation face à ces enchaînements, font quand même dire qu'à un moment ou à un autre, ça va accélérer. Mais je reste sur l'Europe et les perspectives des marchés boursiers européens. Ce qui avait fait la hausse, en grande partie, c'était la baisse de l'euro face au dollar et la baisse du pétrole. On a un pétrole qui a remonté et on a un euro qui s'est réapprécié face au billet vert, notamment parce que les chiffres macro aux États-Unis étaient décevants. Or, pour le moment, ils restent tout de même décevants. Donc, est-ce que cette accélération de la croissance qu'on espérait en Europe, elle n'est pas un peu étouffée dans l'œuf en raison du fait que le dollar se déprécie et que le pétrole remonte? Alors, je pense que le cadre dans lequel on doit répondre à cette question, c'est le même. Volatilité contre tendance. Oui, vous avez raison, le prix du pétrole a monté. Oui, vous avez raison, le dollar s'est déprécié. Est-ce que c'est durable? Sur le prix du pétrole, les fondamentaux de marché restent tout de même en faveur d'une offre abondante par rapport à la demande. Le risque géopolitique, c'est le Yémen. Je pense que l'élément central au Moyen-Orient, c'est tout de même cette avancée sur l'accord autour du nucléaire de l'Iran. Ça devrait plutôt réduire la prime géopolitique. Donc le prix du pétrole, on ne le maintiendrait pas à ces niveaux-là, on le ferait baisser. Si l'amélioration aux États-Unis qu'on appelle de nos voeux, avec la question du calendrier, je le reconnais, si cela s'avère, on aura dans ce cas-là vraisemblablement un dollar qui se raffermira. Donc oui, aujourd'hui on a une phase qui est un peu K1K sur les marchés actions européennes avec les tendeurs qui ont expliqué une partie de la hausse des marchés actions qui aujourd'hui ne sont pas là. Mais l'idée, c'est qu'il devrait revenir, donc là encore, oui, il y a de la volatilité, mais ne l'extrapolons pas ou ne la confondons pas avec une tendance. Mais pour que le dollar reparte de l'avant et que l'euro se déprécie, il faut aussi que les chiffres donnent argument à la Fed pour remonter ses taux d'intérêt. Or, à l'heure actuelle, le calendrier de remontée des taux semble différer. Alors, c'est vrai que juin est oublié, mais juin, je pense, ça correspondait à un optimisme trop grand des marchés. Là, la Fed semble nous dire, je pense que le début d'année est un accident en termes de croissance, et si c'est bien un accident, je remonterai avant la fin de l'année. Alors septembre, un peu plus tard, ça se discute vraisemblablement, mais on la sent ancrée dans cette idée-là. Et donc si on la sent ancrée dans cette idée-là, dans un contexte de croissance qui s'améliore, on aura un peu de tension sur la partie intermédiaire de la courbe, disons la zone 2 ans. Il n'y a pas de raison que l'on en ait en Europe, si on a raison sur l'impact du QE. Et à ce titre-là, ce qui a été, ce qui est encore le principal driver du change, c'est-à-dire l'écart de taux à 2 ans, eh bien, jouera à nouveau en faveur du dollar. Donc ça favoriserait évidemment une dépréciation de l'euro face au billet vert, ce qui soutiendrait les marchés actions européens. Mais vous campez sur ce potentiel de 10% de la bourse en Europe. Aujourd'hui, vous estimez que dans le contexte macroéconomique actuel, on aura des progressions de bénéfices suffisantes pour la justifier ? Oui, on a eu des bonnes nouvelles jusqu'à maintenant sur les profits. Alors, bon, évidemment, sur les pétrolières, un peu moins, mais sinon, plutôt de bonnes nouvelles. Imaginons que le tempo se maintienne, le tempo de la croissance économique, se maintienne sur un 0,4%. Vraisemblablement, on va être capable de générer un peu plus de gains de productivité. L'emploi ne remontera qu'avec retard, hélas peut-être par rapport à la croissance.
pendant un temps, eh bien, ces gains de productivité seront gardés dans les entreprises. Ça permettra une accélération des profits. À ce titre-là, ce qu'il faut bien comprendre, je reviens encore, volatilité, tendance, on a connu un certain nombre d'éléments de volatilité, la crise sur les marchés obligataires, le change, le pétrole, mais je crois et puis les incertitudes sur la croissance outre-Atlantique, mais je pense que le cap reste le même. En fait, on a quand même envie de lire qu'au-delà des soubresauts, on a un cap et on peut à peu près s'y tenir. C'est l'idée que la visibilité s'améliore un petit peu. Alors la visibilité s'améliore, mais ça sera ma dernière question, Hervé. Mais est-ce que vous ne faites pas un peu vite fi des inconnus politiques en Europe, et notamment, je fais allusion là au cas grec qui obscurcit passablement l'horizon? Oui, alors disons stratégie contre tactique. On voit bien que la stratégie de chacun, des Grecs, des Européens, du FMI, c'est de faire en sorte que ça se finisse bien. Ils y ont tous intérêt, on y a tous intérêt. Tactiquement, on voit bien que les Grecs ont voulu jouer la carte du rapport de force par rapport à Bruxelles en disant « puisque Bruxelles veut qu'on reste, ils finiront par céder un peu ». Et puis, Bruxelles est tenté de jouer le rapport de force entre le gouvernement et les électeurs grecs en disant « les électeurs veulent que la Grèce reste dans la zone euro et donc il faudra bien qu'ils fassent comprendre à leur gouvernement qu'il doit céder un peu ». Voilà, on a ce double jeu de rapport de force, on ne sait pas bien lequel va l'emporter sur l'autre, donc tactiquement, on est un peu perdu. Ça, c'est tout à fait vrai. La ligne stratégique, normalement, reste la même. Ça serait un gâchis pour la Grèce et ça serait aussi, dans une certaine mesure, un gâchis pour l'Europe. Mais la visibilité est très faible. Hervé, merci. Merci Vincent.